laboratoire du groupe Anophel pour rencontrer des chercheurs qui ont décidé de soigner les moustiques pour ne pas avoir à guérir les hommes. Les insectes ou les parasites s'adaptent à nos moyens de lutte et donc évidemment ce qu'on essaie de faire nous c'est de trouver des nouveaux moyens de lutte et d'essayer de les combiner aussi finalement pour essayer d'être encore plus fort contre le parasite. Donc là on rentre à l'insectarium et je vais vous montrer où on élève les moustiques. Donc on va dans un box où la température est maintenue à 28 degrés et l'humidité à 70%. Donc c'est des conditions assez similaires à ce qui se passe en Afrique. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'on élève les moustiques. Le docteur Blandin et son équipe ont identifié le gène présent chez les moustiques qui résistent au paludisme. C'est à lui que ces insectes doivent leur résistance aux maladies. Voici comment on extrait l'ADN d'un moustique pour en étudier le génome. C'est le moustique qui s'appelle Anopheles gambier et c'est un des vecteurs principaux du paludisme en Afrique et en particulier le Plasmodium falciparum qui est le parasite qui provoque la maladie la plus sévère chez les hommes et en particulier chez les enfants. Des céramiques servent à broyer les insectes pour extraire leur ADN. Là je vais prendre le petit mâle, je le mets dans son petit tube et on bouge. Et c'est dans cette belle centrifugeuse que cela se passe. Donc je vais les récupérer. Et là, ce qu'on va voir, en fait, c'est un petit liquide rosé qui contient les pigments des yeux des moustiques et l'ADN entre eux. Puis il n'y a quasiment plus de débris de carcasses de moustiques. Et donc c'est à partir de cette sauce, en fait, qu'on va pouvoir extraire l'ADN en le précipitant. Une fois le gène de la résistance identifié, ces scientifiques ont pu modifier génétiquement les moustiques pour que des populations entières deviennent résistantes aux maladies. C'est étonnamment simple de modifier génétiquement des moustiques. Il suffit d'un bon microscope et d'une poignée de jeunes larves. À l'aide d'une pipette, on injecte le gène que l'on souhaite reproduire dans des larves. Ce dernier va alors s'intégrer dans l'ADN du futur moustique. Si tout se passe bien, quelques jours plus tard, un nouvel insecte génétiquement modifié prendra son envol. Dans ce laboratoire, Éric Marois fait subir aux moustiques deux modifications génétiques. Si la première les rend résistants aux parasites du paludisme, la seconde les rend fluorescents afin que les scientifiques puissent vérifier que la manipulation a bien fonctionné. Si sous un microscope le moustique a les yeux qui luisent, c'est que son génome a bien été modifié. Les œufs qui vont survivre à cette manipulation deviendront des moustiques, qu'on va croiser avec des moustiques sauvages. Et c'est dans la descendance de ce croisement qu'on va rechercher les premiers transgéniques. Les moustiques génétiquement modifiés fabriqués ici n'ont pas encore vocation à être relâchés dans la nature. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps. Soigner entre guillemets le moustique. Soigner le moustique, ça fait un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, exotique et un moyen auquel on pourrait pas, enfin on pense pas forcément au départ, mais finalement ça pourrait être une très bonne stratégie parce que le parasite ne se transmet pas d'homme à homme. Il a vraiment besoin du moustique vecteur en fait pour pouvoir être passé d'un homme à un autre. Donc oui, si on soigne le moustique, finalement on guérit l'homme aussi. Ici, les insectes génétiquement modifiés ne sont pas lâchés en pleine nature. Des tests à plus grande échelle devraient avoir lieu en Italie dans les années à venir. En revanche, à l'autre bout du monde, d'autres scientifiques relâchent, eux, des moustiques génétiquement modifiés dans la nature. Nous sommes maintenant à Campinas, au Brésil. Depuis 2 ans, le pays fait face à une épidémie sans précédent de dengue, autre maladie tropicale mortelle transmise par les moustiques. Près d'1,5 million de personnes sont actuellement touchées par la maladie. C'est dans cette région infestée de moustiques que vient d'ouvrir le premier laboratoire au monde à commercialiser des insectes génétiquement modifiés. Ici sont fabriqués des Aedes aegypti, les insectes vecteurs de la dengue. So here you have Dans cette boîte, about 1,000 il y a environ 1 millier d'Aedes Every aegypti. single one of these is a male, Et tous sont des mâles. and every single one Et of tous peuvent être utilisés pour s'accoupler avec les populations de femelles sauvages these are females.
et réduire ainsi la population des moustiques transmetteurs de maladies tropicales. carrying mosquitoes. Une fois relâchés dans la nature, les moustiques mâles d'Oxitec iront féconder des femelles. Mais les œufs issus de cette fécondation n'écloront jamais. Les deux adultes n'auront alors pas de descendance. Malin. C'est ainsi que les scientifiques vont éliminer les populations sauvages de moustiques vecteurs de la larve. These are all males, therefore. Ces mâles sont tous programmés pour trouver des femelles. Pour cela, il suffit de les placer à 200 ou 300 mètres des femelles. Ils vont les repérer grâce au battement de leurs ailes, puis ils s'envoleront et s'accoupleront avec elles. Et à chaque fois que l'un de ces petits-là s'accouplera avec une femelle sauvage, leur descendance ne survivra pas. Ces moustiques génétiquement modifiés sont utilisés par les autorités brésiliennes pour endiguer les épidémies de dengue. Direction la banlieue de Jacobina pour en savoir plus. Nous sommes en pleine saison des moustiques. Et dans ce village, il est impossible de trouver un seul Aedes aegypti. Pour nous, ce résultat est fantastique. Nous avons réussi à éradiquer les moustiques ici en relâchant régulièrement des moustiques transgéniques. En ce groupe, nous avons à peu près 1000 mâles Aedes aegypti. Pour les relâcher, il suffit d'ouvrir la moustiquaire et de les laisser prendre leur envol. En relâchant continuellement ces mâles, nous avons réussi à réduire considérablement la population locale de moustiques. Coût de l'opération pour le Brésil, environ 8 € par habitant pendant la saison des lâchers d'insectes. C'est cher, mais c'est la première fois au monde qu'un animal génétiquement modifié est ainsi acheté par un pays. Those people who Pour les personnes auxquelles les OGM posent problème, je leur demande de bien différencier les manières dont les manipulations génétiques sont utilisées dans la société. Aujourd'hui, grâce aux manipulations génétiques, on peut produire des vaccins, des aliments, des plantes, des médicaments et maintenant même des insectes. La transgénèse et les manipulations génétiques, ce sont des techniques. Alors, intéressons-nous plutôt au produit final qu'à la technique. Regardons quel bénéfice cela peut apporter à la société. Lâcher des insectes génétiquement modifiés en pleine nature sans moyen de contrôle, voilà qui fait bondir les opposants aux OGM. Pour Christophe Noisette, lanceur d'alerte spécialiste des biotechnologies, cette révolution est bien plus dangereuse que celle des plantes. On ne peut pas comparer des plantes qui restent en terre avec des insectes qui voyagent. La plante, elle peut se disséminer. Ok, on est d'accord. Le maïs peut. Mais le colza, par exemple, on sait que ça peut se disséminer sur 16 km. Mon un insecte, c'est pas 16 km qu'il peut faire. Il suffit qu'il soit pris dans l'habitacle d'une voiture, dans un train, dans un avion, et qu'il se retrouve à l'autre bout du monde. Pour cet anti-OGM, cette technologie n'est pas à même de venir à bout des maladies tropicales. Si cette première mondiale a eu lieu au Brésil, ce n'est pas un hasard, puisque le pays est le second producteur mondial d'OGM après l'Italie. On parle de 19 millions d'insectes lâchés au Brésil. Mais les risques sanitaires et environnementaux et sociaux, l'avenir et sa compréhension, les mystères sont énormes. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait creuser avant de se permettre une telle dissémination dans l'environnement. Mais alors, les insectes génétiquement modifiés constituent-ils une menace pour l'environnement et la biodiversité? Il est possible que la disparition de ce moustique-là pourrait faire qu'un autre moustique, notamment le moustique tigre, puisse prendre le relais. Parce que comme la nature a horreur de lui, disait Aristote, il est possible qu'à un moment, cette niche soit remplie par un autre animal. Ce que nous faisons ici ne fait pas courir de risque à l'environnement. Parce que nos insectes ne se multiplient pas, ne se reproduisent pas. Alors aucun de leurs gènes n'est disséminé dans l'environnement, ni dans des générations à venir, puisque ces insectes ne peuvent pas se reproduire. Il n'y a pas de risque non plus avec d'autres espèces, puisque ces moustiques ne s'accouplent qu'entre eux. Chacun des moustiques que nous relâchons est voué à disparaître. Alors, les insectes génétiquement modifiés, nouveau danger pour les écosystèmes ou véritable arme pour lutter contre les maladies tropicales? Pour le spécialiste du paléotisme Chetan Chitnis, il s'agit surtout d'une nouvelle piste à ne pas négliger. Je vois encore pas mal de difficultés à surmonter dans cette approche, car il n'y a pas qu'un seul moustique qui transmette le paludisme. La maladie se propage par le biais de différents moustiques de la famille des Anopheles. Et réussir à modifier génétiquement tous les moustiques pour transmettre la maladie me paraît une tâche ardue. Alors, il y a beaucoup de
de choses à inventer encore. Pour moi, pour lutter contre ce fléau, tout doit être tenté. À cause du réchauffement climatique, l'Europe est désormais, elle aussi, touchée par les moustiques vecteurs de maladies tropicales. Le moustique tigre, par exemple, qui transmet la dengue, vient ainsi de faire son apparition dans le sud de la France. Alors, les insectes génétiquement modifiés sont-ils la solution? Ou bien devrons-nous en rester aux bonnes vieilles méthodes? Et la recherche continue à avancer sur arte.tv/futurmag, où nous vous proposons de rencontrer Philippe Deleron, spécialiste du paludisme à l'université Paris-Descartes. Il nous parlera de l'espoir qu'il anime quant à la découverte dans un avenir proche d'un vaccin pour éradiquer ce fléau. Les moustiques sont exaspérants, mais ils sont surtout vecteurs de maladies potentiellement mortelles. Je n'ai jamais été aussi malade que lorsque j'ai eu la dengue. Chaque année, les moustiques transmettent la dengue à des millions de personnes. La forme grave peut être mortelle. Les virus peuvent voyager avec l'homme. Ces moustiques d'origine tropicale et leurs virus se propagent désormais en Europe. Nous n'avons rien pour freiner les virus. Que ça coupe pas, s'il te plaît. La recherche n'en est qu'à ses débuts. Elle a parfois recours à des méthodes risquées. Sommes-nous assez préparés pour affronter des maladies et épidémies véhiculées par les moustiques? Un épandage anti-moustique en Allemagne. Autour de Karlsruhe, en bordure du Rhin, on est sur la brèche. Une invasion de moustiques est annoncée. Il fait 28 degrés. On est au dernier stade larvaire. Nous avons 1 heure de retard. Ok. Allez, c'est parti. L'éclosion des premiers moustiques est imminente. Nous devons traiter au minimum 1000 hectares et le temps presse. Il fait très chaud aujourd'hui, 28 degrés, et demain on dépassera les 30. Il faut se dépêcher pour éliminer les larves. Certaines ont déjà atteint le dernier stade larvaire. Nous avons un jour pour les éliminer. Norbert Becker est un spécialiste des moustiques reconnu. Lui et son équipe ont mis au point un insecticide destiné à l'épandage à grande échelle. Une protéine d'origine bactérienne cristallisée, toxique pour les larves. La méthode est désormais utilisée de part et d'autre du Rhin, aussi bien dans le reste de cette région qu'en Alsace. Le réservoir d'insecticide a une capacité de 400 kg, assez pour traiter environ 20 hectares. L'équipe doit répandre l'insecticide sur 300 km le long du Rhin. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les shapefiles. Cela permet aux pilotes de visualiser les surfaces à traiter. La largeur d'épandage est de 30 mètres. Le pilote passe et repasse au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elle soit entièrement traitée. La précision est capitale. Il suffirait qu'un seul hectare soit oublié pour que 100 à 300 millions de moustiques se développent et finissent par infester toute la région. Les spécialistes du Comité communal d'action contre les moustiques concentrent leurs efforts sur les sites de ponte, appelés gîtes larvaires. Les plaines d'inondation abritent de nombreuses espèces endémiques propres à la région. Mais le comité d'action se heurte à un autre problème. Les espèces tropicales se propagent, ici comme ailleurs en Europe. Et ces espèces peuvent transmettre à l'homme des maladies dangereuses. Il s'agit surtout du moustique tigre asiatique, qui a d'abord envahi les États-Unis. Il a débarqué à Gênes à la fin des années 80, en passager clandestin dans des pneus usagés transportés par bateau. Malgré les dispositifs de lutte mis en place et à la faveur d'un climat qui lui propice, l'insecte s'est imposé dans toute l'Italie, dans le sud de la France,
ainsi que dans une grande partie de l'Espagne. Illustration des conséquences possibles avec un cas survenu en Italie il y a quelques années. L'Émilie-Romagne. L'entrelac de cours d'eau que forme le delta du Pô a toujours été un paradis pour moustiques. La malaria a longtemps sévi dans ces zones marécageuses. Mais on pensait en avoir fini avec ces maladies d'un autre temps, jusqu'à l'été 2007, lorsque Castiglione di Cervia, près de Ravenne, est frappé par une épidémie. Les uns après les autres, les habitants sont pris de fortes fièvres et de douleurs articulaires importantes. La panique s'empare de ce village de 1000 âmes. Antonio Ciani revient tout juste de vacances lorsque lui aussi tombe malade. Il y a eu un moment où j'ai eu l'impression que j'allais y passer. J'ai vraiment pensé que ma dernière heure allait sonner. En l'espace de quelques jours, on recense 247 malades. Forcément, les gens avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. D'abord 20, puis 30, puis 40. Le nombre de cas était très préoccupant. On se demandait quelle maladie ça pouvait bien être. Personne n'est en mesure de donner une réponse, pas même les médecins des environs. Au café, en face de l'église, les rumeurs vont bon train. Alors on décide d'informer les autorités sanitaires de Ravenne, compétentes en la matière. Mais dans la deuxième plus grande ville d'Émilie-Romagne, on est tout aussi perplexe. Dès ses premiers entretiens avec les habitants de Castiglione, Raffaella Angelini, médecin au département de santé publique, comprend que le cas est inédit. Une enquête auprès des hôpitaux environnants révèle un nombre étonnamment élevé de patients du village présentant des symptômes mystérieux. Aucun des malades ne s'était rendu à l'étranger. En revanche, les symptômes qu'ils présentaient faisaient penser à un arbovirus, un virus transmis par des insectes. Ça ne ressemblait pas à une maladie de chez nous. Les avis sont unanimes. Cette maladie a été importée. Les habitants de Castiglione cherchent un coupable. Après avoir incriminé la pollution et les politiques, on se tourne finalement vers les immigrés africains, que l'on accuse d'avoir introduit l'épidémie. Personne ne soupçonne le moustique tigre, auquel on s'est habitué depuis quelques années déjà. Les gens ont commencé à dire que c'était à cause des émigrés. Car c'était tout bonnement impossible qu'autant de personnes tombent malades en si peu de temps. Un climat délétère de suspicion règne dans le village. Le médecin opte alors pour une mesure de prévention radicale. L'élimination du moustique tigre dans un rayon de 100 mètres autour des habitations des malades. On utilise tous les moyens mis à disposition par la région. 4 semaines après l'apparition des premiers cas, des examens sanguins livrent leur verdict. Le responsable est le virus chikungunya. Aucun vaccin n'existe contre ce virus généralement inoffensif. En 2014, une épidémie de chikungunya a touché les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Bilan, 10 000 malades. Ces résultats qui incriminaient le chikungunya ont confirmé nos soupçons. Il faut savoir que quelque temps auparavant, il y avait eu une épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion. Mais quel rapport entre l'apparition de cette épidémie tropicale à la Réunion en plein océan Indien et l'éruption du chikungunya dans le petit village italien de Castiglione di Cervia? C'est ici que le moustique tigre intervient. Pour propager cette maladie tropicale, il suffit au moustique de piquer une seule personne porteuse du virus. Reste donc à identifier ce porteur humain et son origine.
Kenya, l'année 2004. L'île de Lamu est touchée par une épidémie de chikungunya. Il n'existe aucun moyen de la contrer. Au printemps 2005, l'épidémie se propage aux Comores, puis à La Réunion, où 265 000 personnes tombent malades. Un an plus tard, le virus atteint le continent indien, où il infecte plus d'1 million de personnes. Un jour, l'une d'entre elles prend l'avion pour rendre visite à sa famille en Italie. C'est cet Indien qui s'est trouvé être le fameux cas 0. Nous avons fini par le retrouver. Et nous lui avons demandé d'effectuer une analyse de sang, même s'il était de nouveau en bonne santé. Et les résultats ont confirmé la présence d'anticorps contre le chikungunya. À Castiglione di Cervia, on parvient enfin à enrayer l'épidémie. Mais le problème demeure. Le village se situe à proximité de la côte adriatique, très prisée des touristes. Une nouvelle vague d'épidémie serait synonyme de catastrophe financière. Depuis, la région a alloué un budget de plus d'1 300 000 € par an à l'éradication des moustiques tigres et au développement de plans d'urgence. Tout est passé au crible, jusqu'au jardin des particuliers. Antonio Ciani n'est pas épargné. Les inspecteurs sont avant tout à la recherche d'éventuels gîtes larvaires. Rien n'échappe à leur regard expert. Et gare aux habitants réfractaires qui sont passibles d'une amende de 50 €. Chez Antonio Ciani, les inspecteurs font une découverte. Dans une vieille gouttière grouillent des larves de moustiques tigres et même déjà quelques nymphes. Les vecteurs du chikungunya ont pris leur aise. Tu vois tout ce qui gigote dans l'eau? Ce sont des larves de moustiques tigres. Sans plus attendre, les hommes appliquent le protocole d'éradication. Ils utilisent 2 insecticides de synthèse qui agissent comme toxiques de contact et neurotoxiques, mais qui présentent un inconvénient. En même temps que les moustiques, leur cocktail tue tous les autres insectes, y compris les insectes utiles. Sans compter que les insecticides peuvent induire des résistances et qu'ils ne sont a priori pas sans conséquences sur les hommes et les autres mammifères. En Allemagne, on a d'ailleurs renoncé à utiliser ce genre de produit. Lorsque l'habitation abrite un malade du chikungunya, les inspecteurs doivent éliminer les moustiques tigres dans un rayon de 100 mètres. Antonio Ciani, lui, n'entre plus dans cette catégorie. On pulvérise le produit dans tout le jardin. Tu ne dois rien récolter pendant 3 jours. Et ensuite, tu laves bien les légumes. C'est clair? Par mesure de précaution, Antonio devra attendre quelques jours avant de récolter les légumes de son jardin et ensuite les laver soigneusement avant de les consommer. Quant à savoir si cela altérera leur goût, c'est une autre question. En tout cas, Antonio Ciani ne veut prendre aucun risque. Il sait pertinemment qu'il ne s'agit pas seulement de sa santé. Il faut tenir compte du fait que Castiglione n'est qu'à 10 km de la côte. Au moment de l'épidémie, les plages étaient bondées de touristes venus de l'Europe entière. Et le risque était que Castiglione devienne la porte d'entrée du virus en Europe. En Italie du Nord, en Autriche et en Suisse, le moustique tigre asiatique est déjà largement implanté. À la faveur de la mobilité croissante des individus, il poursuit sa progression vers le nord, mais les virus tropicaux ne l'ont pas attendu. En Allemagne, les maladies tropicales véhiculées par les moustiques touchent de plus en plus de monde. Christiane Eitel vit à Berlin. Il y a 5 ans, lors du tremblement de terre d'Haïti, elle s'est rendue sur place pour une ONG.
Là-bas, elle a été infectée par un moustique. Le diagnostic n'a pas été posé d'emblée. Ça s'est manifesté environ 5 jours après mon retour d'Haïti. C'est arrivé d'un coup. Un matin, j'ai eu une poussée de fièvre incroyable. Et je n'arrivais pas à me lever. J'avais des douleurs articulaires terribles. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? J'ai d'abord évidemment pensé au paludisme. C'était évident que je devais me faire examiner sur le champ. Son médecin traitant n'arrive pas à identifier formellement les symptômes. C'est l'Institut de médecine tropicale qui pose le diagnostic. La dengue, une maladie tropicale semblable au chikungunya, mais encore plus douloureuse. J'étais dans un tel état que je me suis dit que je n'en avais plus pour longtemps. Mais le plus dur, c'était la réaction de mon entourage quand il me rendait visite. Ma voisine de palier et surtout mon fils. Je pouvais lire la terreur dans leurs yeux. Et ils étaient totalement impuissants. Ils ne savaient pas du tout quoi faire, comment me réconforter, comment m'aider. Je peux dire que c'est dans leur regard que j'ai compris que j'étais dans un état grave. Christiane Eitel s'est rétablie. Mais rien ne dit qu'elle est totalement immunisée contre la dengue, qui compte 4 types de virus différents. Des moustiques peuvent-ils transmettre à l'homme des virus tropicaux dangereux sur le territoire européen? C'est ce que les chercheurs basés dans le nord de l'Allemagne veulent déterminer. L'île de Rims, en mer Baltique, est surnommée l'île au virus. Un petit pont la relie au continent. Une grande partie de l'île est placée en quarantaine, car elle abrite un institut de recherche d'un genre particulier. Après une modernisation très onéreuse, l'Institut Friedrich Loeffler est devenu le plus important centre de recherche européen sur les maladies animales. Des scientifiques comme Helge Kampen et Dorin Werner travaillent à identifier les agents pathogènes dangereux pour l'homme et l'animal. Il est crucial de savoir lesquels, parmi les espèces de moustiques, sont responsables de la transmission du virus. La science sait encore très peu de choses sur le sujet. En Allemagne, on ne recense pas moins de 28 familles différentes de moustiques, qui englobent chacune des centaines d'espèces. Au moins 50 d'entre elles se nourrissent de sang. Nul ne connaît leur nombre exact. Helge Kampen et Dorin Werner avancent en terre inconnue. Après l'éradication du paludisme en Allemagne, la recherche sur les moustiques a été relativement négligée. Tout change en 2006, lorsque des milliers de bovins et d'ovins succombent à la fièvre catarrhale, ou maladie de la langue bleue transmise par les moustiques. Coût du préjudice économique pour l'Allemagne, environ 200 millions d'euros. Depuis, on investit de nouveau dans la recherche sur les moustiques. Des espèces endémiques peuvent elles aussi transmettre des maladies tropicales dangereuses. Les données scientifiques manquent encore. Nous en savons un peu plus sur la biologie et l'écologie des espèces endémiques de moustiques suceurs de sang. Il en existe une 50aine en Allemagne. Mais nous ignorons quels agents pathogènes ces espèces endémiques sont susceptibles de transmettre. Le groupe de recherche s'est fixé un objectif ambitieux. Dresser un état des lieux des populations de moustiques, puis établir un atlas qui recense les espèces et leur diffusion en Allemagne. Dans cette course contre la montre désormais engagée, la grande inconnue reste la capacité d'adaptation des moustiques tropicaux au climat allemand. La capacité d'adaptation du moustique tigre, sa vitesse d'adaptation, ces facteurs sont au cœur de l'évolution de l'espèce. Nous savons aujourd'hui, par exemple, qu'il s'est adapté à un climat plus frais. Nous observons également qu'il poursuit sa progression vers le nord de l'Europe. Les modélisations indiquent d'ailleurs qu'il s'établira en Allemagne dans un avenir proche. En 2013, grâce à l'aide de centaines de bénévoles, plus de 12 000 moustiques ont été récoltés sur l'ensemble du territoire allemand. Leur analyse génétique par les chercheurs de l'île de Rims a permis de suivre la propagation des espèces.
Grâce à cette cartographie de plus en plus précise des populations de moustiques en Allemagne, Doreen Werner peut suivre la diffusion à l'échelle nationale d'un autre moustique tropical, Aedes japonicus. Lui aussi peut transmettre des virus tropicaux potentiellement mortels. Un autre problème préoccupe tout autant les scientifiques. Des espèces endémiques peuvent elles aussi propager des virus dangereux, comme le virus du Nil occidental. Ce virus tropical provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais également des méningites. Aux États-Unis, à la fin des années 90, le virus du Nil occidental s'est répandu à une vitesse fulgurante. Bilan, 10 000 infections, dont plus de 1000 mortels. Théoriquement, le virus du Nil occidental pourrait aussi se transmettre par les moustiques de nos régions. C'est en tout cas ce que nous supposons. Il y a eu depuis les années 60 en Europe plusieurs épidémies. Aucune n'a encore frappé l'Allemagne. Pourquoi? Nous l'ignorons. Mais nous ne sommes pas à l'abri du tout. L'Institut Friedrich Loeffler s'est donné les moyens de ses ambitions. Dans un laboratoire de haute sécurité, ces chercheurs veulent percer les secrets des maladies virales en injectant les virus aux moustiques. En 2014, un groupe d'entomologistes dirigé par Stephanie Becker se lance dans l'élevage des moustiques exotiques, mais aussi endémiques. Peuvent-ils eux aussi transmettre le virus de la dengue ou celui du Nil occidental? Première étape, comprendre comment les différentes souches virales se développent à l'intérieur de l'insecte. Les virus sont souvent très sélectifs vis-à-vis de leurs hôtes. On l'observe notamment chez le moustique tigre et Aedes japonicus. Pour le virus de la dengue, il semble même que ces deux espèces soient les seuls vecteurs. De toute évidence, le virus est très sélectif vis-à-vis de son hôte. À ce stade de nos recherches, on ne sait pas encore quels sont les processus moléculaires à l'œuvre. Chaque année dans le monde, on recense environ 390 millions d'infections par le virus de la dengue, dont 500 000 cas graves et plus de 22 000 décès. Les moustiques tropicaux, vecteurs du virus de la dengue, gagnent du terrain en Europe tempérée. Reste à savoir si les conditions climatiques locales permettent la transmission de la maladie. On ne peut pas prédire si un moustique sera un meilleur vecteur ou non une fois établi dans un nouvel environnement. On est obligé d'effectuer des tests au cas par cas. C'est l'un des principaux objectifs de nos recherches. En laboratoire, les conditions de recherche sur les moustiques sont très contraignantes. 70% d'humidité et une température de 24 degrés sont nécessaires pour assurer la reproduction des espèces tigres et Aedes japonicus. Et si l'on veut que les moustiques femelles pondent leurs œufs, il faut en plus leur fournir du sang. Les scientifiques profitent du moment des repas pour les infecter avec divers virus particulièrement contagieux. Ces virus sont inoffensifs pour les moustiques. Et pour être transmis par exemple à l'homme, ils doivent franchir plusieurs barrières. Le virus contracté par le moustique doit pouvoir se multiplier dans son hôte et franchir 2 barrières successives. Il doit d'abord quitter l'intestin du moustique pour pénétrer dans son organisme. Il doit ensuite migrer des fluides corporels vers les glandes salivaires du moustique, d'où il sera transmis au moment de la piqûre. Une infection, et encore moins une épidémie, n'est donc pas automatique. Il dépend de la capacité du virus à franchir ces barrières. Reste aux chercheurs à déterminer au moyen d'expérience le risque de transmission du virus avec les moustiques endémiques. À côté des espèces importées comme le moustique tigre, le moustique commun que l'on trouve chez nous peut aussi être un vecteur potentiel. Ses parents américains, par exemple,
sont des vecteurs du virus du Nil occidental. C'est pourquoi l'un des axes majeurs de nos recherches consiste à tester si le moustique commun allemand peut potentiellement transmettre les virus tropicaux. La recherche sur les moustiques n'en est qu'à ses débuts. Mais la menace se rapproche. Mais look, the face already for the people. L'autoroute A5 au niveau de Fribourg passe à proximité de la frontière française. Le long de cet axe nord-sud très Look the centralisé, face, monster. les espèces exotiques de moustiques sont de plus en plus Too fréquentes. much pressure. Look. Sur cette aire de repos, Arthur Yost et ses collègues ont mis en place un suivi rigoureux. Yeah, mais look the face. They are terrible. Entre les communes de Weil am Rhein et de Heidelberg, ils ont installé depuis 2005 des dizaines de pièges à moustiques qui sont contrôlés tous les 15 jours. Comme les femelles sont les seules à piquer, c'est à elles qu'Arthur Yost s'intéresse en priorité. Elles sont aussi capables de détecter la présence d'un humain à plusieurs centaines de mètres. Mais tel est le prix qu'on va comprendre. Nous posons à l'intérieur du piège un tube rempli de substances odorantes identiques à celles que le corps des hommes et des autres mammifères sécrètent par la peau, mais en concentration beaucoup plus élevée. Un cocktail qui attire particulièrement les femelles des moustiques exotiques. Le biologiste redoute que le moustique tigre asiatique ne s'implante durablement en Allemagne. Ce moustique fait preuve d'une grande capacité d'adaptation en ce qui concerne le choix des gîtes larvaires ainsi que le climat. Il résiste à la concurrence et évince les espèces endémiques qui pondent aux mêmes endroits. Bref, il possède de bons atouts pour s'implanter ici. Dans cette région frontalière avec la France, les chercheurs trouvent de plus en plus souvent des moustiques tigres venus d'ailleurs. En Allemagne, aucune infection virale transmise par un moustique tigre n'a encore été recensée. En France, en revanche, plusieurs cas ont été répertoriés. Le biologiste cherche à savoir si l'espèce est déjà implantée dans la région. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tenez, nous avons attrapé un moustique tigre. Le moustique tigre est facilement reconnaissable à ses rayures blanches. Cette année, nous avons déjà pu identifier 4 adultes et 130 œufs de cette espèce. Une femelle comme celle-ci peut pondre jusqu'à 300 œufs. Il suffit qu'en été, les conditions climatiques soient favorables pour les voir proliférer. Comment stopper l'invasion des moustiques exotiques et leurs virus? Première étape pour Arthur Yost, étudier les conditions de reproduction des insectes. Leurs gîtes larvaires se distinguent très nettement de ceux des espèces endémiques. Les cavités des arbres sont des gîtes larvaires de choix pour ces moustiques exotiques. La femelle pond au cours de sa vie jusqu'à 300 œufs, qu'elle répartit entre plusieurs gîtes. En plein été, les larves se développent et atteignent leur maturité en l'espace de 4 à 5 jours. Contrairement aux espèces endémiques, les moustiques tigres piquent en plein jour et s'implantent plutôt en zone urbaine, où les femelles trouvent tout le sang dont elles ont besoin pour leur progéniture. Arthur Yost et ses collègues concentrent quant à eux leurs efforts sur les zones rurales. Là non plus, le travail ne manque pas. Au siège du comité communal d'action contre les moustiques, situé à Speyer, Norbert Becker et ses collègues ont mis au point il y a une trentaine d'années déjà un biopesticide à partir de la bactérie BTI, ou Bacillus thuringiensis israelensis. Son procédé de fabrication est long et coûteux. En portant la protéine de la bactérie réduite en poudre à moins 196 degrés, on obtient de petits cristaux. Ces cristaux que l'on épand sur l'eau des gîtes larvaires sont ensuite ingérés par les larves de moustiques. Il y a longtemps, à Speyer, un promeneur parti se balader un après-midi près de la forêt, au bord de l'eau, a été attaqué par un essaim de plus de 1000 moustiques. Il faut avoir grandi ici pour comprendre.
Plus de 400 tonnes de BTI sont épandues chaque année sur environ 60 000 hectares le long du Rhin. Le biopesticide est censé épargner tous les autres insectes. Afin de vérifier et d'améliorer l'efficacité du BTI, y compris sur les moustiques exotiques, les chercheurs ont mis sur pied leur propre laboratoire d'élevage. Anopheles stephensii, me prends dans le plus possible. Il y en a d'autres là-haut. Les résultats de ces recherches en laboratoire et leur mise en application sur le terrain ont permis de réduire de plus de 90% la population de moustiques dans le fossé rhénan. Un taux de réussite qui a valu à Norbert Becker une renommée internationale. Les moustiques partagent deux caractéristiques communes. La première est que tous ont besoin d'eau pour se développer. Les 4 stades larvaires puis le stade de chrysalide ont lieu dans l'eau. La seconde caractéristique commune est que les femelles ont besoin de sang pour développer leurs œufs. Sans repas de sang, il n'y a pas de descendance. Bon, commençons le nourrissage. À force d'être piqué par les moustiques, le corps finit par s'habituer. Tintin, la doctorante Birman, ne ressent plus les piqûres. En moins d'une minute, 40 à 50 femelles se sont posées sur son bras et se nourrissent maintenant de son sang. D'ici 2 à 3 jours, chaque femelle aura pondu 400 œufs, ce qui nous fait au total un potentiel de plusieurs milliers d'œufs. Le long du Rhin, la brigade anti-moustique est de plus en plus sollicitée. En cause notamment la fréquence plus élevée des pluies et des crues. Les marécages et les prairies entre Karlsruhe et Bingen sont des sites de ponte idéaux pour les espèces endémiques. En cas de crue, la brigade doit agir sur le champ, car les premières larves de moustiques se forment aussitôt dans l'eau. Plus l'eau est chaude, plus leur développement est rapide. La température doit se situer au-dessus de 10 degrés, ce qui est le cas en ce moment. Mais ce qui compte surtout, c'est le niveau d'eau. Ce sont les précipitations, ainsi que la fonte des neiges alpines et les pluies torrentielles comme celles que nous avons eues ces derniers jours, qui augmentent notablement le niveau du Rhin. Le compte à rebours est lancé. L'arrivée de l'été signifie augmentation des températures. L'eau est à présent un habitat idéal pour des millions de larves de moustiques. Les spécialistes doivent absolument déterminer le stade de développement de ces larves. Et ils ne disposent que de quelques jours pour agir. Alors, on est déjà au dernier stade larvaire? Il faut faire vite. Le problème est que notre fenêtre d'intervention est très restreinte. On ne peut pas agir au-delà du dernier stade larvaire. Après, on ne peut pas éradiquer les chrysalides car elles ne mangent pas. Pour éliminer les dernières larves, le BTI doit être épandu manuellement dans les moindres recoins des prairies qui bordent le Rhin. Une opération des plus laborieuses. C'est un granulat composé de sable de quartz mélangé à de l'huile alimentaire et à de la poudre de BTI. Ça s'est avéré très efficace pour stimuler ce genre de végétation. On ne peut pas atteindre la surface de l'eau en pulvérisant le principe actif sous forme liquide, à cause de la végétation qui est très haute. Ce granulat, en revanche, que l'on répand manuellement, arrive à passer à travers les feuilles et les tiges de roseau. De cette façon, on peut appliquer le BTI à la surface de l'eau, là où nous le voulons. Ces campagnes d'éradication des moustiques ont un coût considérable. Chaque été, elles mobilisent jusqu'à 250 personnes le long du Rhin. La région, il est vrai, compte environ 3 millions d'habitants.
La lutte anti-moustique coûte aux communes participantes entre 3 et 4 millions d'euros par an. Et l'addition pourrait encore grimper. Les épisodes de fortes précipitations suivies de chaleur sont de plus en plus fréquents et s'accompagnent d'une prolifération de moustiques. Le changement climatique accentue-t-il la propagation de ces envahisseurs? À l'université de Bayreuth, les conséquences du changement climatique sont au cœur des travaux de Karl Bayer-Kuhnlein. Ce biogéographe travaille sur des modèles de propagation du moustique tigre asiatique. Karl Bayer-Kuhnlein veut découvrir comment les évolutions climatiques influencent la faune et la flore des régions. Les modélisations semblent très favorables aux moustiques tropicaux. Avec le changement de climat, on assiste à une variabilité croissante des conditions climatiques. Plusieurs années sèches sont suivies d'une année très humide. En ce qui concerne les températures, il faut s'attendre à ne pas avoir à chaque fois des hivers très rigoureux, mais plutôt une séquence de plusieurs hivers doux, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Au fil des années, une population de moustiques peut se développer. 2014, l'année la plus chaude en Allemagne comme en France depuis le début des relevés météorologiques. Un hiver très doux et un été très humide, idéal pour les moustiques. Mais jusqu'à quelle température des œufs de moustiques tigres originaires d'Italie peuvent-ils survivre en Allemagne en hiver? C'est ce qu'ont voulu déterminer Karl Bayer-Kuhnlein et ses étudiants en menant diverses expériences avec le froid. Les résultats sont inattendus. Ici, nous voyons que les œufs sont encore en grande partie intacts. Celui-ci paraît juste un peu cabossé ici, comme s'il avait reçu un choc. Ce sont les Européens, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ce sont les œufs de riz que nous avons élevés en laboratoire. On en est à la 50e génération. Les résultats montrent également que la tolérance au froid est nettement plus importante chez la population européenne que chez celle de Singapour, que nous avions étudiée au préalable. Ces moustiques tigres importés s'adaptent apparemment bien aux conditions climatiques européennes. La population européenne peut surmonter temporairement des températures jusqu'à moins 12 degrés. Et elle peut survivre à plusieurs jours de froid si la température est un peu plus élevée. Cela est très surprenant, car l'aire de répartition d'origine de cette espèce, dans le sud-est asiatique, on ne trouve pas de telles conditions climatiques. Le géographe recueille quantité de données locales sur les températures, l'humidité, ou encore la direction des vents. Il utilise pour cela un réseau de milliers de stations météorologiques implantées dans toute l'Europe. La distance que les moustiques peuvent parcourir grâce au vent, le taux d'humidité propice à leur multiplication, sont autant de données pour les prévisions de température, pour l'Allemagne, mais aussi pour la France. La Camargue, dotée d'un climat chaud et humide, offre d'ores et déjà aux moustiques exotiques des lieux de ponte idéaux. Mais qu'en est-il au juste de l'impact du changement climatique sur l'écologie locale? Pour les scientifiques, pas de doute. Le climat méditerranéen et le climat océanique de la France fournissent d'excellentes conditions à ces petits envahisseurs venus des tropiques. Cela vaut particulièrement pour le moustique tigre asiatique. Cette carte montre la propagation potentielle du moustique tigre d'ici les 30 prochaines années. Comme on le voit avec ce scénario climatique, la France est, sur une grande partie de son territoire, propice au moustique tigre, ce qui n'est pas le cas chez nous en Allemagne. Nous avons certes vu apparaître dans la vallée du Rhin les premiers risques, mais ce n'est pas comparable avec la France. Il est pour le moment très peu probable qu'on assiste à une implantation durable du moustique tigre chez nous. Les premières conséquences du changement climatique sont déjà tangibles. En 2014,
On a recensé en France environ 1500 cas de dengue et de chikungunya. 15 des malades avaient été infectés sur le territoire. En cause, des conditions favorables et la présence de moustiques tropicaux. Retour à Berlin, avec Christiane Eitel, piquée il y a quelques années à Haïti par un moustique qui lui a transmis la dengue. Aujourd'hui, elle aimerait savoir si un nouveau voyage sous les tropiques est envisageable. Elle va s'informer auprès d'un médecin spécialiste des voyages et des tropiques. Celui-ci reçoit de plus en plus de patients atteints par cette maladie virale. Mais il n'existe aucun traitement contre celle qu'on appelle aussi grippe tropicale. Nous n'avons rien pour freiner le virus lui-même. Nous ne pouvons administrer aucun virostatique qui permettrait de le tuer rapidement. Nous ne pouvons que traiter les symptômes, c'est-à-dire soulager les maux. Cela signifie généralement calmer la douleur et faire baisser la fièvre. En Allemagne, les cas de dengue recensés ont décuplé depuis 2001. Thomas Jelinek reçoit des patients infectés toutes les semaines. Seule arme pour protéger Christiane Eitel et les autres, la prévention. Vous savez que l'on peut contracter la dengue plusieurs fois puisqu'il existe 4 types de virus différents. Je peux vraiment être infectée de nouveau? Oui, la plupart des virus, on les contracte une fois et ensuite on est immunisé. Mais avec la dengue, malheureusement, non. Sans compter qu'une deuxième infection pourrait provoquer chez Christiane la forme sévère de la maladie, appelée dengue hémorragique. Dans de très rares cas, la dengue hémorragique peut être mortelle. Ce sont les mêmes symptômes que ceux d'Ebola. Le patient souffre de fièvre, de maux de tête et d'hémorragie. Mais c'est beaucoup plus rare qu'avec Ebola, et les organes internes ne sont pas autant touchés. En revanche, une seule piqûre de moustique suffit pour contracter cette forme sévère de la dengue. Si vous présentez ces symptômes, fièvre, douleur articulaire, que vous reconnaîtrez puisque vous avez déjà contracté la dengue, prenez un t-shirt ou un bout de tissu quelconque, nouez-le autour de votre bras afin de faire saillir vos veines. Attendez 5 minutes, puis relâchez et observez votre avant-bras. Si celui-ci présente des petits points qui ne partent pas en appuyant, c'est qu'il s'agit de minuscules hémorragies au niveau des petits vaisseaux sanguins, qu'on appelle les capillaires. C'est le tout premier signe d'une dengue hémorragique. Il faut alors de toute urgence se rendre dans un hôpital ou chez un médecin pour se faire soigner. Des conseils comme celui-ci peuvent sauver la vie de Christiane, même s'il serait préférable qu'elle évite tout risque d'une deuxième infection. Le médecin lui fait quelques recommandations de base. La protection contre les moustiques s'entend de façon globale et passe par différents types de mesures. La première, c'est d'éviter de se faire piquer pendant la nuit. On utilise pour cela une moustiquaire, si possible imprégnée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas seulement rempart, mais elle est imbibée d'une substance qui va tuer les moustiques. Mais cela ne protège que des moustiques qui piquent la nuit, c'est-à-dire surtout les moustiques du paludisme. Les moustiques de la dengue, eux, piquent en journée. Pour la journée, on peut donc vaporiser de la permétrine sur ses vêtements. Avant le voyage, on vaporise cet insecticide sur toutes les affaires que l'on va emmener. Le produit résiste au lavage et son efficacité est de 2 semaines. Ça, c'est pour les vêtements. Reste à protéger les parties du corps qui ne sont pas recouvertes. Pour cela, on utilise du diéthyltoluémide, ou DEET. C'est la substance qui est la plus efficace. Les moustiques vous repèrent surtout grâce à votre odeur. Or, le DEET inhibe leur récepteur olfactif. Il rend pour ainsi dire les moustiques aveugles chimiquement, en les privant de leur capacité de détection. Ils vont se diriger vers vous, inhaler cette substance, être désorientés et aller piquer quelqu'un d'autre. À défaut de guérir, on peut donc prévenir une nouvelle infection de dengue. Dans le monde, 2,5 milliards de personnes sont susceptibles de contracter la dengue. Le Brésil recense à lui seul plus d'1 million de cas par an. On comprend dès lors que le pays consacre annuellement plus d'1 milliard de dollars à la lutte contre les moustiques.
Mais avec les moyens actuels et sans vaccin, la maladie ne peut être vaincue. Conséquence, l'agent pathogène se propage. Les grands rassemblements, comme la Coupe du Monde de football en 2014, jouent un rôle important. Chaque supporter piqué par un moustique est un exportateur potentiel du virus. Brésil, Afrique, Asie, ces contrées lointaines touchées par la dengue ne sont aujourd'hui qu'à quelques heures d'avion de l'Europe. Une raison supplémentaire, s'il en est, pour trouver sans délai de nouvelles méthodes pour lutter contre le virus de la dengue. Oxford, Angleterre. À proximité de la vénérable université de la ville, une petite entreprise britannique de biotechnologie travaille sur une solution inédite et controversée pour combattre les moustiques. Chez Oxitec, on veut, grâce au génie génétique, gagner de l'argent tout en enrayant le fléau de la dengue. Les deux objectifs n'étant pas a priori incompatibles. Ici, les chercheurs veulent prendre le problème à la racine et agir sur les gènes des moustiques. À première vue coûteux, le procédé est somme toute bon marché au regard des milliards engloutis pour lutter contre la dengue. Capital investi, des millions d'œufs de moustiques génétiquement modifiés. Les scientifiques d'Oxitec ont introduit dans le patrimoine génétique d'un moustique mâle vecteur de la dengue un gène tueur censé éliminer toute sa descendance alors qu'elle est encore au stade larvaire. Hayden Perry a déjà testé ces moustiques génétiquement modifiés Aedes aegypti dans des régions tropicales touchées par la dengue. En Europe, ces lâchers en pleine nature sont interdits. Chacun de nos tests nous a permis de réduire la population de moustiques Aedes aegypti de plus de 90% dans la zone de lâcher. Ce qui, honnêtement, est un résultat extraordinaire comparé aux autres approches, qu'elles soient chimiques ou non. Les chercheurs se servent d'une fine aiguille de verre pour inoculer le gène tueur à des milliers d'œufs de moustiques. À partir de ces œufs, les chercheurs obtiennent ainsi des moustiques génétiquement modifiés. Seuls les mâles les intéressent. Ce sont les femelles qui piquent et transmettent la dengue. Les élevés ne résoudraient pas le problème. Les mâles, en revanche, sont inoffensifs pour l'homme. Ce sont eux qui doivent transmettre le gène tueur, fatal pour les larves. Tous nos insectes génétiquement modifiés sont porteurs d'une protéine fluorescente. On relâche ces mâles dans la nature, ils s'accouplent avec des femelles. Celles-ci pondent des œufs qui se développent en larves. Le fait que ces larves sont reconnaissables à leur couleur fluorescente est crucial, puisque cela permet de vérifier l'efficacité de notre technologie en temps réel. Les moustiques génétiquement modifiés ont-ils effectivement transmis le gène tueur aux larves? La protéine fluorescente permet d'apporter une réponse aux chercheurs. Un outil parmi d'autres pour enrayer la propagation de la dengue. Afin que les larves survivent et puissent fournir à leur tour des moustiques mâles OGM, les chercheurs leur administrent en laboratoire de la tétracycline, un antibiotique qui inhibe le gène tueur. Dans la nature, sans cet antibiotique, les larves mourraient. Dans la nature, l'espérance de vie de ces larves issues de mâles génétiquement modifiés est effectivement limitée, étant donné qu'elles n'ont pas accès à la tétracycline. Mais cette technologie destinée à enrayer la propagation de la dengue est-elle sans risque? Dans l'état de Bahia, au Brésil, Oxitec entend bien démontrer que ces lâchers expérimentaux sont sûrs et efficaces.